Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour et bienvenue dans Équilibre, le magazine de l'environnement et du développement durable. Au sommaire de ce numéro, nous avons rencontré une botaniste du Muséum national d'histoire naturelle de Paris pour nous parler de ces plantes que l'on peut trouver au bord de nos routes. Des Verrières-Rois peuvent découvrir tous les 2 mois la biodiversité des alentours. Ce mois-ci, c'est celle de l'étang des Roussières qui est à l'honneur. Tout d'abord, quand on parle de l'environnement, on pense surtout à l'instant présent et au futur, mais à l'université Versailles-Saint-Quentin, Grégory Kenneth en étudie le passé. Il est historien de l'environnement et nous l'avons rencontré. Grégory Kenneth, vous êtes historien de l'environnement à l'université Versailles-Saint-Quentin, mais déjà, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est un historien de l'environnement ? Un historien de l'environnement, c'est un historien qui pense que l'histoire n'est pas faite simplement par les hommes, que la nature, ce qu'on appelle les non-humains, les arbres, les plantes, ne sont pas là en attendant qu'on les utilise, qu'on les classifie, qu'on les transforme, mais qu'ils ont une forme d'agentivité propre. Et que faisant ceci, eh bien, ils transforment, ils font aussi ce qu'est notre société, notre système politique. Comment travaillez-vous ? Je pars généralement des archives. En fait, le travail de l'histoire de l'environnement, c'est un travail sur l'invisibilité. C'est comment faire que ce que l'on ne voit plus, qui est sous nos yeux, qui sont ces traces, cette matérialité, eh bien les rendre à nouveau visibles. C'est ce que je fais dans mon livre sur l'histoire environnementale du château de Versailles, Versailles Histoire naturelle aux éditions La Découverte. C'est montrer comment Versailles a été en fait loin du thème habituel du contrôle de la nature la nature dominée par les hommes à partir du jardin a été un lieu qui était un parc de chasse où on a inventé la régénération des animaux, on a pensé un contrat social autour de la reproduction de ces animaux et des droits des hommes, un véritable laboratoire environnemental. Mais tout est là dans les archives, mais il faut le rendre à nouveau visible. Et en quoi est-ce important finalement de connaître l'histoire de l'environnement ? C'est important parce qu'en fait cette matérialité, elle est toujours là, en fait, de manière invisible et souterraine. Prenez par exemple ce qu'est une ville. Une ville eh bien, est toujours au départ une implantation humaine sur un site naturel. Et donc il y a une forme d'assemblage, d'alliance, en fait, qui conditionne le choix et la forme que cette ville prend. La manière dont Saint-Quentin-en-Yvelines a été une ville aux champs, par exemple, eh bien, elle est toujours là dans les rapports entre les habitants, dans le type d'organisation politique. C'est une forme d'assemblage, de configuration qui continue à exercer ses effets aujourd'hui. Et au niveau national, international, est-ce qu'il y a des événements marquants ? Le premier événement marquant, c'est l'impérialisme et la colonisation du monde. C'est comment l'expansion européenne eh bien, a modifié profondément les différents écosystèmes qu'ils avaient en face d'eux. C'est des choses comme la diffusion de certains animaux qui n'existaient pas, la diffusion des lapins, des rats, des araignées. C'est la destruction environnementale des sociétés dont les Européens prenaient possession. Et c'est aussi la découverte d'une certaine fragilité de la nature, puisqu'en fait il faut bien voir que ce qu'on a fait pendant des siècles, c'est qu'au fur et à mesure de l'expansion, eh bien, on prenait possession d'un territoire, on l'exploitait de manière assez outrancière, et puis on l'abandonnait pour passer à un autre une fois qu'il était épuisé. Un autre événement marquant, c'est ce qu'on appelle l'Anthropocène, les changements climatiques et environnementaux globaux qui apparaissent avec la révolution industrielle. Eh bien aujourd'hui, une des difficultés que l'on a, c'est que bien finalement, ça ne marche plus. On n'a qu'une seule planète. Et ce qu'on a appris à faire pendant des siècles, c'est-à-dire à se déplacer, eh bien, on ne peut plus le reproduire. Dernière question. Dans les mois à venir, il y aura le COP21, la conférence mondiale. Qu'en attendez-vous ? Je suis, comme beaucoup de personnes, assez réservé sur les résultats pratiques que cela pourra donner. J'en attends finalement 2 choses. La première, c'est que c'est l'occasion, s'il s'agit de repenser les politiques de la Terre, c'est l'occasion de nouer de nouvelles alliances.
de nouvelles géopolitiques autour des questions environnementales. Et finalement, ce sera un premier résultat. Le deuxième résultat, c'est que j'en attends peut-être du demi-échec que ça a des chances d'être, une sorte de prise de conscience de la manière dont peut-être faut-il arrêter la thématique de l'urgence et considérer que si nous devons changer nos sociétés profondément, eh bien cela va se faire dans le temps, cela va se faire par l'ensemble des acteurs, pas forcément par des négociations internationales, en modifiant nos cadres de pensée. Et c'est là que l'histoire joue un rôle, parce que justement il faut pour savoir où on veut aller, eh bien savoir d'où on vient. Et c'est ce que j'attends. Tous les 2 mois, la maison de quartier d'Orly Park à la Verrière organise des randonnées pour apprendre la faune et la flore de Saint-Quentin en Yvelines. Ce mois-ci, c'était la biodiversité de l'étang des Roussières de Guyancourt qui était à l'honneur. Elodie Moine et Michael Elmudoro nous la font découvrir. Donc c'est un bassin, sur le principe, qui paraît pas du tout intéressant en matière de biodiversité et qui fait démentir en fait tous les scientifiques, puisqu'au final on a des espèces un petit peu notables qui arrivent à se reproduire. L'étang des Roussières à Guyancourt. Un trésor caché à une centaine de mètres seulement de l'université Versailles-Saint-Quentin. Ce bassin est créé en 1978 avec la ville nouvelle pour réguler les eaux pluviales. C'est dans ce décor sauvage que la maison de quartier d'Orly Park à la Verrière a organisé une randonnée verte réservée aux habitants de la commune. Il est quand même au sein d'un espace quand même urbain. On a l'université de Saint-Quentin qui est juste à côté, on a SkyWest, on a des autoroutes pas très loin, donc c'est assez... moi qui viens pas forcément d'ici par exemple, je trouve que c'est assez intéressant de se dire que les espèces arrivent à se développer malgré nos activités autour. Ah, mais il y a un héron qui est caché, je pense, ouais. Si vous regardez, on le voit même à l'œil nu. Ça, c'est un héron cendré. On dit qu'il a un régime alimentaire ichtyophage. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, il se nourrit de poissons. Et les hérons, il faut savoir que ça niche en hauteur. Ça ne niche pas au sol. Ça niche en hauteur, ça, dans ce qu'on appelle des héronnières, donc ça a des nids dans des arbres, en fait, tout simplement. L'étang, grand de 5 hectares, rassemble diverses espèces. Oiseaux, poissons ou encore amphibiens. Aux randonneurs, Roxane Auger présente Gégé. Comprenez le géris, une punaise aquatique. Patineur qui, si l'étang était vraiment réellement pollué, ne pourrait pas patiner à la surface de l'eau. Tout simplement pourquoi? On dit qu'il est bioindicateur. En fait, il patine sur l'eau par la poussée superficielle. En fait, il faut imaginer que toutes les gouttes d'eau sont recouvertes d'une pellicule et que le jour où cette pellicule elle est rompue, le géris ne peut plus en fait patiner dessus. Pour découvrir toute la faune présente aux Roussières, il fallait parfois chercher sous l'eau. À l'aide d'une épuisette, ces apprentis explorateurs ont pu également observer la vie sous-marine de l'étang, et notamment des larves de demoiselles, proches parents des libellules. La larve de demoiselle est plus petite. Voilà. Le prochain rendez-vous est programmé en juin. Les randonneurs verriérois visiteront les étangs de Saint-Hubert au Perret en Yvelines. Cette fois-ci, la guide leur fera découvrir le chant des oiseaux. Vous les trouvez peut-être disgracieuses, ces herbes et plantes qui poussent au sein même de nos villes. Elles sont de plus en plus nombreuses, notamment grâce à l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires. Elles sont aujourd'hui répertoriées par l'Observatoire sauvage de Maru du Muséum national d'histoire naturelle. Et pour en parler, nous sommes avec Gabrielle Martin. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Vous êtes chargée de projets floristiques au muséum. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on peut trouver dans nos villes? Alors dans les villes, on peut trouver énormément de plantes sauvages. Donc on en trouve 250 très communes et après ça peut aller... on peut trouver des espèces plus remarquables dans certains endroits. Alors ici, vous avez par exemple une espèce d'oseille, donc une oseille qu'on appelle rumex en latin. Donc ici, les feuilles étaient consommées et peuvent l'être encore. Donc on les préparait un peu comme des feuilles d'épinards. Vous avez derrière donc une plante qu'on connaît tous très bien parce qu'on s'est piqué plusieurs fois avec. Donc c'est l'ortie dioïque, Urtica dioica. Et donc c'est une espèce qui a des usages multiples, donc notamment qui est un aliment très important pour plusieurs espèces de papillons. Et en plus qui a des usages médicinaux reconnus et anciens. Ici encore vous avez une espèce
qui s'appelle le gaillet gratteron, donc Gallium appariné en latin. Donc ça c'est une espèce, vous voyez, qui s'accroche donc aux vêtements comme au pelage des animaux et qui a dispersion, donc on appelle cette dispersion de type zoocore. Donc les fruits vont être dispersés par les animaux de cette façon en s'accrochant. Tout à l'heure je disais on en trouve de plus en plus, mais est-ce que c'est vrai ou finalement elles ont toujours été là et en fait on ne les regardait pas? On n'en trouve pas forcément de plus en plus, et elles ont toujours été là et justement c'est ce qu'on voit avec cet arrêt de l'utilisation de ces produits. La banque de graines s'exprime et donc c'est bien que les graines étaient là ou alors que les espèces donc, peuvent se disperser en ville et donc s'installer dans des milieux où on ne les attendait pas. Donc ces espèces ont des rôles très importants dans les communautés dans lesquelles elles s'insèrent. Donc d'une part, donc, les plantes sont à la base des communautés, des réseaux trophiques, des écosystèmes. Donc c'est une source de nourriture pour énormément d'insectes, donc après d'insectes pollinisateurs ou d'autres types d'animaux, d'oiseaux notamment. Leur présence est importante en ville pour justement maintenir les fonctions de ces écosystèmes et notamment les services qu'on appelle les services écosystémiques, donc qui sont produits par la nature et qui ont un rôle capital notamment dans le bien-être et la santé des citadins. On vient de voir quelques espèces. Pour les découvrir, l'observatoire est actuellement en train de les recenser, mais est-ce que vous pouvez me parler un peu de cet observatoire? C'est un observatoire de sciences participatives. Donc un programme de sciences participatives, c'est un programme qui est lancé par une équipe de recherche et donc qui propose à un public ciblé de s'impliquer dans l'observation de la nature dans notre cas. Et donc là, dans le cas de l'Observatoire sauvage de Maru, donc l'équipe de recherche du Muséum national d'histoire naturelle propose donc à tout citadin de s'impliquer bénévolement et de choisir une rue, de faire l'inventaire de la flore de cette rue, donc qu'on ait ou pas des connaissances en botanique. Gabrielle Martin, je vous remercie pour toutes ces explications. Merci à vous. Comme chaque mois, notez ces quelques rendez-vous. Du 18 au 22 mai, la ville de Trappes organise une semaine spéciale environnement avec ateliers, conférences et rallyes écologiques. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la commune pour voir tout le programme. C'est le mois du recyclage à la Maison de l'Environnement qui propose divers ateliers. Le 23 mai, vous pourrez ainsi créer votre jardin avec des matériaux de récupération. C'est de 14h à 18h et dès l'âge de 3 ans. Le samedi 30 mai, vous pourrez rencontrer insectes, rongeurs et champignons qui sont des recycleurs de la forêt. C'est organisé par l'Office national des forêts. Pensez à vous inscrire. Et les 6 et 7 juin, à La Verrière se déroulera le festival Alternativa Saint-Quentin en Yvelines. Au programme, ateliers, exposants, conférences pour réfléchir à des solutions concrètes face au changement climatique. Et voilà, Équilibre, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, pensez à faire un geste pour l'environnement.